matin sur France 3 Bretagne, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Ensemble c'est mieux. Ce matin, on s'interroge sur ce qui reste un tabou dans notre société, l'inceste. Un enfant sur 10 en France serait concerné par ce fléau. Le livre de Camille Kouchner, La famille agrandée, a renvoyé brutalement ce sujet à la une de l'actualité. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à en parler, mais aussi les adultes qui ne veulent ni voir ni entendre. Comment en finir avec l'omerta qui entoure l'inceste? Comment aider les enfants à en parler? On y revient dans quelques instants avec mes invités, mais avant, comme chaque jour, on part retrouver Evan. Salut Evan, quel est ton programme ce matin, mon cher? Salut Anne Fonté, bonjour à vous à la maison, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ce matin, je suis à Fougères dans une école hors du commun qui forme de futurs horlogers et futures horlogères. Vous êtes nombreux à penser peut-être à la reconversion, eh bien ça risque de vous donner des idées. Ici c'est fascinant. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors vous êtes le responsable de cette formation. Expliquez-nous déjà combien de temps est-ce qu'elle dure, en combien de temps devient-on horloger? Alors ici nous proposons une formation en 2 ans avec 2800 heures en centre et 410 heures en entreprise. 410 heures, ça fait... En tout, sur les 2 ans, ça représente un volume de 3200 heures, dédié exclusivement au métier d'horloger. Donc avec aussi une partie en apprentissage. Alors on peut appeler ça de l'apprentissage, parce qu'effectivement il y a une expérience en entreprise. Ouais. Donc aujourd'hui, dans cette classe, ce sont des premières années. Tout à fait. Donc une promo de combien de personnes? 12. 12 personnes. Et on va reculer un petit peu pour aller rencontrer Jérémy, qui est le prof d'aujourd'hui. Bonjour Jérémy, bonjour. Formateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes étapes dans la rénovation d'une montre, pour commencer? Alors une montre, quand on la reçoit, un client l'amène pour la réviser, on va déjà l'observer, voir si elle a reçu des chocs. On va ensuite commencer à la désosser, à la démonter pour voir s'il y a des pièces cassées, s'il y a des pièces usées, des pièces oxydées, des pièces rayées. Et on va faire évaluer un peu quelles pièces sont à restaurer, donc à refabriquer ou à réparer. Et puis après, il y a tout le processus de nettoyage et de remontage et puis de réglage. Il y a forcément des jeux, des ébats, des partagements à régler dans la montre. C'est très précis et il ne faut pas trembler. Voilà, c'est ça. Il faut être assez patient. Alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, ce matin? Qu'est-ce que fait monsieur derrière nous? Alors, pour devenir horloger, ici, on passe par l'étape de micromécanique. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre à travailler différentes matières, de l'acier, du laiton, etc. Et ils vont apprendre à fabriquer leurs outils. Alors, les outils horlogers sont très particuliers, ils sont adaptés à chaque travaux. Et donc, on apprend à les fabriquer, ça leur permet de travailler différentes matières et de travailler de plus en plus petit. Au début, on est au millimètre près, après, on passe avec des tolérances au centième de millimètre, au dixième, au centième. Et ils finissent comme là aujourd'hui sur du micron. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler des pièces qui seront présentes dans la montre. Donc ils apprennent à fabriquer les pièces les plus compliquées de la montre. Et on a des tolérances à, on va dire, là ils sont à 5 microns près sur les diamètres qu'ils usinent. D'où la petite loupe que vous avez tous autour du cou. Voilà, on est obligé de faire travailler nos yeux. J'essaierai d'en négocier une pour moi tout à l'heure. Merci. J'ai une petite question à Adrien. Salut Adrien. Bonjour. Comment est-ce que tu as eu envie de faire une formation d'horloger? Moi j'étais intéressé donc, par tout ce qui était les travaux manuels et surtout les travaux de précision. Et donc c'est vers l'horlogerie que je me suis tourné. Et tu dois bosser dans quoi après être horloger? J'aimerais bien travailler en Suisse, en entreprise en Suisse, dans les différentes manufactures. Chez Rolex par exemple, ou d'autres. Et sinon, travailler pour une boutique en service après-vente. Bon bah parfait, merci, on va te laisser te reconcentrer. On va se retrouver dans quelques instants. Vous allez voir la salle des 2e années où là-bas ils travaillent sur un projet de montre-école. Ils ont 2 ans pour créer leur montre. On va aller voir un petit peu comment ça se passe de leur côté. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Place à notre dossier du jour et ce chiffre glaçant. En France, 1 personne sur 3 connaît au moins une victime d'inceste. Un fléau encore tabou dans notre société. Voyez ces précisions en chiffres et en images. Tu te rends compte ? 1 Français sur 10 victime d'inceste. Oui, il faut que ça change. 1 Français sur 10 affirme avoir été victime d'inceste dans son enfance, soit 6,7 millions de personnes, dont 78% de femmes. Devenus adultes, seuls 10% des victimes osent porter plainte contre le parent qui les a abusés. L'inceste est aujourd'hui encore un tabou. C'est bien souvent la loi du silence qui prime. L'entourage se réfugie dans le déni et, difficulté majeure, l'enfant abusé lui-même se tait. À cela, plusieurs raisons. Paradoxalement, alors qu'il est victime, l'enfant ressent de la honte. Il pressent aussi que la révélation va susciter une crise familiale majeure.
Il a peur d'être puni par les parents, peur de faire mal à la personne maltraitante, à la fratrie. Il redoute d'être éloigné ou séparé de la famille. En ne disant rien, l'enfant évite des problèmes à ses parents et protège sa famille. Et sous l'emprise ou la menace de l'agresseur, l'enfant finit par intérioriser la faute et la culpabilité. Pour initier une discussion, il existe notamment 2 livres pour enfants qui osent briser le tabou. Et si on se parlait, ou encore Petit Doux n'a pas peur. Inceste, brisons la loi du silence. Et pour en parler avec nous ce matin, Andrea Bescon en visio, vous êtes victime d'inceste, réalisatrice du film Les Chatouilles et autrice. Vous avez publié notamment ce livre qu'on a vu à l'instant, Et si on se parlait. Marie-Pierre Colombel, bonjour, vous êtes présidente de l'association Enfance et Partage qui lutte contre les violences faites aux enfants. Et maître Marie Blandin, vous êtes avocate spécialiste en droit de la famille, vous êtes membre du groupe de défense des victimes, groupe de défense des mineurs. Et Georges Lemoine, tout à l'heure, nous mettrons à l'honneur votre association Thiès Braise qui milite depuis plus de 40 ans pour la sauvegarde du patrimoine breton. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. D'abord, je voulais vous demander, Andrea Bescon, qu'avez-vous ressenti à la sortie du livre de Camille Kouchner ? Écoutez, alors je tiens juste à préciser que moi j'ai été victime de pédocriminalité, c'est-à-dire dans un cadre extra-familial. En fait, c'est à peu près un enfant sur 5 qui est victime donc, de pédocriminalité en règle générale et d'inceste. Mais bon, voilà, je voulais juste être claire à ce niveau-là. Ce que j'ai ressenti, d'abord un peu de peur, puisque j'ai... Pardon, mon chat s'incruste. Un peu de peur, puisque j'ai cru, encore une fois, que ça serait un témoignage parmi tant d'autres, accueilli évidemment par la presse, comme l'a été le consentement de Vanessa Springora. Mais ce qui est... Le changement avec l'œuvre de Camille Kouchner, c'est qu'elle a tellement bien décrit le contexte incestuel, elle a tellement décrit ce contexte familial. D'ailleurs, les violences sexuelles arrivent assez tardivement dans son ouvrage. Donc, elle a décortiqué le système. Et c'est le changement, c'est que justement, au lieu de libérer la parole, vu que quelque part la parole est libérée depuis un moment, grâce à Camille, on libère les oreilles un peu plus de la société. Marie-Pierre Colombel, une affaire comme celle-là peut briser le mur du silence ? Oui, bien sûr, et c'est tant mieux. Je voudrais juste vous lire l'intervention que j'ai faite au colloque vendredi dernier là-dessus, sur les violences sexuelles et sexistes. De la danse de la colère d'Andrea Bescon au consentement de Vanessa Springora à la Famiglia Grande de Camille Kouchner. Leur témoignage est venu mettre une lumière crue sur un mal de notre société que sont les violences sexuelles sur les enfants. Elles nous ont aidés à penser, à parler, à réfléchir, à mettre en mots, à se reconnaître dans l'histoire de l'autre. On ne peut que les remercier pour leur courage et leur talent. Et si, effectivement... on a besoin de ce coup de pouce de ces célébrités qui mettent en avant cette horreur de notre société. Et en même temps, il ne faut plus attendre que des gens connus publient des livres pour qu'on s'empare à nouveau de la question, parce qu'à chaque fois, ça disparaît dans les limbes de l'actualité aussi. Comment on fait ? Justement, mais les associations comme la nôtre, il y a longtemps qu'on accompagne les victimes d'inceste, de violences sexuelles, de violences physiques. Ça fait longtemps que nous sommes sur le terrain. On viendra tout à l'heure sur votre accompagnement. Maître Marie Blandin, finalement, le droit reconnaît l'inceste depuis peu. Oui, tout à fait. Il y avait une première tentative en 2010 qui n'a pas duré bien longtemps puisque le Conseil constitutionnel avait censuré le législateur par manque de précision. Et puis en 2016, on a réintroduit cette notion d'inceste dans le code pénal. Alors c'est une notion particulière parce que c'est ce qu'on appelle une surqualification pénale. Finalement, la notion d'inceste, quand elle a été introduite dans le code pénal, elle avait une valeur symbolique, statistique, préventive, mais elle ne va pas entraîner en elle-même des peines complémentaires ou une aggravation des peines. Le crime d'inceste, de viol incestueux existait déjà, mais le mot n'était pas dans le code pénal. Donc il a été inséré dans le code pénal avec une visée essentiellement symbolique, puisque le viol sur mineur par ascendant, lui, était déjà réprimé naturellement dans le code pénal depuis longtemps. Et tel que défini dans la loi, il ne faut pas forcément de lien biologique entre l'agresseur et la victime. Non, effectivement, la notion d'inceste, c'est une relation sexuelle, un acte sexuel entre une personne
personne mineure et un frère, une sœur, un ascendant, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, ou, comme vous le disiez, le compagnon au sens large, pacsé, marié, dès lors que cette personne a une autorité de fait ou de droit sur le mineur. Alors parmi nos téléspectateurs, certains ont accepté de témoigner. Je vous propose d'écouter Sandrine. J'ai vécu l'inceste de la part de mon grand-père maternel. Et je n'ai pas parlé parce que j'ai développé une peur panique du placement, que ce soit en foyer ou en famille d'accueil. Vu ce que je vivais au sein de ma famille, avec des personnes qui étaient censées m'aimer et me protéger, je me disais que des personnes extérieures, comme des éducateurs ou des familles d'accueil, seraient encore plus violents avec moi, puisque c'était des étrangers et qu'ils n'avaient aucun intérêt de m'aider et de me protéger. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé. Marie-Pierre Colombel, j'imagine que vous entendez des témoignages comme celui de Sandrine, énormément. Oui, c'est compliqué. Ces enfants qui sont victimes de violences sexuelles, pour eux, ils ont l'impression qu'ils vont faire exploser la cellule familiale. Et c'est le cas. J'ai souvenir d'enfants dont je m'occupe où les frères et sœurs en veulent à celles et à ceux qui ont dénoncé. Et voilà, ils les accusent de tous les maux. Et surtout, il ne faut surtout pas parler de ça. Il faut laisser la famille comme elle est. C'est l'union. Mais non, c'est la désunion. Sauf que on ne protège pas celui qu'on devrait protéger. On protège l'auteur. Et ça, psychiquement, c'est quelque chose que nous, on n'arrive pas à comprendre. Et justement, Après, comment vous aidez les enfants qui viennent vous parler? Comment vous les repérez? Alors, le repérage, il est compliqué. Et le repérage, il est compliqué parce que ça peut être des troubles du comportement, ça peut être de l'énurésie, l'encoprésie, ça peut être de la boulimie, l'anorexie. Tous ces troubles du comportement qui peuvent aussi traduire une autre difficulté que peut rencontrer un enfant ou un adolescent, qui soit du harcèlement scolaire ou de harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc, tous ces troubles du comportement peuvent traduire d'autres situations. Donc, en fait, il faut que les professionnels qui sont au plus près des enfants soient formés et puissent poser la question de manière adéquate. Alors maintenant, on a des outils. On a des outils avec un jeu, avec des bandes dessinées comme peut écrire Andrea Bescon, avec de l'art-thérapie, enfin, avec des... Andrea Bescon, quand est-ce que vous avez commencé à parler, vous, dans votre cas? Oh, moi, c'était un petit peu à l'envers, mais oui, j'ai commencé à parler. Finalement, je suis sortie d'une amnésie traumatique. Vous savez, des fois, quand l'enfant est victime de violence, il peut s'enfermer dans une amnésie traumatique, ce qui fait que les violences reviennent très clairement dans ses souvenirs à un moment donné dans sa vie, mais ça peut être très aléatoire. Moi, c'est revenu assez vite. À 17 ans, j'étais consciente de ce qui s'était passé et j'ai attaqué en justice à 22 ans. Mais vraiment, là où j'ai commencé à verbaliser, c'est plus tard artistiquement, finalement. Et c'est ça qui m'a quand même aidée à m'en sortir. Même si en termes de justice, j'avais eu la chance d'être entendue, ce qui est quasiment un miracle. Malheureusement, on sait que 73% des plaintes sont classées sans suite. Quelle est la proportion des cas où le délai de prescription est dépassé, maître? On n'a pas de statistiques sur le sujet. C'est vrai que le législateur a quand même fait des efforts qu'on peut saluer. Depuis 89, la prescription n'a fait que s'allonger. Elle était de 10 ans initialement, elle est 30 ans aujourd'hui. Le point de départ du délai de prescription a aussi été reculé puisqu'il court à compter de la majorité de la personne victime. On est encore dans des débats, grâce notamment au travail des associations de victimes, pour allonger ce point de départ de la prescription, le suspendre en cas d'amnésie traumatique, comme dans le cas qui vient d'être décrit. La proposition de loi qui a été votée par le Sénat le 21 janvier dernier suggère de rallonger la prescription lorsque d'autres crimes ont été commis sur des mineurs. Malheureusement, la prescription, lorsqu'elle est plus sévère, ne peut pas être rétroactive. Donc, pour les personnes qui sont nées avant 80, par exemple, c'est très compliqué. Elles ne peuvent pas bénéficier de cet allongement de la prescription de 30 ans. Et c'est pour ça que les associations de victimes se battent pour qu'on travaille sur d'autres biais, comme la suspension de la prescription en cas d'amnésie traumatique, par exemple. Justement, la question de l'inceste pose, comme le disait Maître, le débat sur les délais de prescription et le consentement. Quelle est votre position là-dessus, Andrea Bescon ?
Moi, ma position, elle est qu'on devrait pouvoir porter plainte toute sa vie, puisque malheureusement, on le constate aujourd'hui, on est quand même dans une culture du viol qui est omniprésente, qu'on est en train de réveiller. On est en train de se réveiller autour de cette culture du viol, mais pour l'instant, comme disait Maître, jusqu'à présent, les lois ne sont pas rétroactives, donc il faut au moins, en espérant ces levées de prescription, ou du moins ces prescriptions glissantes, ou éventuellement l'introduction de l'amnésie traumatique dans la loi comme obstacle insurmontable. Enfin, il y a plusieurs solutions à trouver pour permettre quand même aux victimes d'être entendues par la justice, puisque effectivement, quand il y a des faits prescrits, des faits non prescrits d'un même agresseur, c'est très compliqué de voir une victime qui n'est pas reconnue par la justice parce qu'il y a un problème de temps, alors que l'agresseur a avoué les violences qu'il a infligées à cette personne-là. Donc tout ceci est compliqué. Donc moi, je serais pour une levée de la prescription en règle générale, même si je sais que ça touche les crimes contre l'humanité. Mais bon, je trouve que 10 millions de victimes d'inceste, on commence à toucher quand même à un crime de masse qui est de l'ordre systémique, qui n'est pas l'œuvre d'une personne, d'un groupuscule, mais d'un système total de domination qu'il faut commencer à éradiquer dans son ensemble et dans sa profondeur, et à sa racine. Donc on a beaucoup de travail. Je serais aussi assez favorable pour un seuil de non-consentement qui s'élèverait à 15 ans et non à 13 ans, comme le propose Madame Millon, dont je salue en fait l'effort. Enfin, je salue l'effort du Sénat d'introduire un seuil de consentement clair, ce qui n'a pas été le cas en France jusqu'à présent. Mais 13 ans, c'est trop tôt, puisqu'on sait qu'entre 13 et 15 ans, malheureusement, on le voit, la plume fait foi même. Ce sont beaucoup d'adolescents qui sont malheureusement pas écoutés par la justice et dont les plaintes sont soit classées sans suite, soit correctionnalisées. Donc malheureusement, les criminels deviennent des délinquants sexuels et ne sont pas forcément suivis comme il le faudrait, ni même les victimes. Donc on a tout ça à améliorer aussi, l'écoute des victimes. Et heureusement qu'on a les associations sur le terrain qui font ce travail-là et qu'on peut vraiment saluer, parce que c'est grâce à elles qu'on s'en sort mieux. Je crois que le message est adressé à vous, Marie-Pierre Combel. Justement, vous avez rencontré la semaine dernière le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Quels sont les débats? Qu'est-ce qui se joue là aujourd'hui? Eh bien, on vient de vous le préciser. Voilà, c'est le seuil d'âge, en fait, puisque... Pour vous, c'est l'urgence aujourd'hui sur cette question de l'inceste? Pour nous, c'est l'urgence. Toutes les associations de victimes ou les associations d'aide aux victimes, nous sommes sur ce seuil d'âge de 15 ans et de 18 ans pour l'inceste. Ça nous paraît évident que pour l'inceste, on ne peut pas s'arrêter à 15 ans. On connaît l'emprise des auteurs sur les victimes, et entre 15 et 18 ans, on est tout autant sous l'emprise qu'avant. Donc oui, 18 ans pour l'inceste. Et justement, on dit souvent que l'enfant ne veut pas parler, mais finalement, peut-être, il faudrait prendre un autre champ. L'enfant ne peut pas parler aussi aujourd'hui. C'est ça le problème sur cette question de l'inceste. Alors, je crois que l'enfant ne peut pas parler parce que on ne lui en donne peut-être pas l'occasion. Et sans doute que les professionnels auprès de l'enfance ne se rendent pas compte de l'attitude des enfants et qu'est-ce que ça peut traduire. Voilà, c'est pour ça que la prévention est très, très importante. Justement, on va écouter cette question de Laura. Vous allez y répondre après. Bonjour, en tant que professionnelle de santé, j'aimerais savoir quelles sont les caractéristiques physiques et psychologiques qui montrent qu'une personne a été victime d'inceste, comment les reconnaître et s'il existe des formations professionnelles qui sont faites pour accompagner au mieux ces personnes qui ont vécu ce traumatisme. La question que pose finalement Laura, c'est quel espace on crée pour que cette parole se libère? Alors, on crée déjà, on fait déjà de la prévention dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, voire après, si c'est possible, avec des outils adaptés à chaque tranche d'âge. Tout à l'heure, vous montriez Petit Doux, c'est un des livres dont on se sert pour faire de la prévention dans les établissements scolaires. On a un jeu pour permettre de sensibiliser les enfants, qui s'appelle En route vers mes droits, un jeu interactif, un jeu de loi. Et ensuite, on a des vidéos pour les collégiens qu'ils ont eux-mêmes joué. On a fait jouer des collégiens sur des situations tout aussi ciblées.
Et j'imagine mettre dans... Ah, vous avez pas fini. Non, mais je me souvenais plus de ce qu'avait demandé la personne. Comment on crée ces espaces, en fait, pour que cette il faut nous laisser rentrer dans les écoles, parce que c'est pas toujours le cas, figurez-vous, alors qu'on a l'agrément de l'éducation nationale. Certains chefs d'établissement n'ont pas envie qu'en force et partage rentrent dans leur établissement. On peut se poser la question pourquoi. Et mettre dans le groupe des défenses de victimes et groupe de défense des mineurs, ce sont des questions que vous abordez. Comment créer ces espaces ? Oui, tout à fait. Et puis aider les enfants à pouvoir témoigner, parce que le dépôt de plainte en France, en tout cas aujourd'hui, nécessite malheureusement que l'enfant raconte, ou l'enfant devenu adulte raconte plusieurs fois ce qu'il a vécu, ce qui est une particularité française, puisque dans d'autres pays, on va se contenter d'une unique vidéo de son témoignage et on ne lui demandera pas de répéter encore et encore, alors qu'on sait par les études des psychologues et des psychiatres en la matière qu'il y a une réactivation de la souffrance à chaque fois que l'enfant raconte. Donc on travaille aussi là-dessus dans le cadre du groupe de défense des mineurs. Sur cette question de l'âge du consentement, à 13 ou 15 ans, je pense qu'il faut aussi, c'est important pour vos téléspectateurs, rappeler la loi et dire qu'aujourd'hui, il y a déjà, alors ce n'est pas criminel, effectivement, et c'est le travail des associations de vouloir criminaliser ces faits, c'est délictuel, mais il y a déjà une interdiction claire de toute relation sexuelle d'un majeur avec un mineur de moins de 15 ans. C'est interdit, c'est un délit, c'est une atteinte sexuelle, sans qu'il n'y ait besoin d'avoir de contraintes de violence, de menaces de quelque nature que ce soit. Et cette relation sexuelle, elle est également interdite pour des mineurs entre 15 et 18 ans avec un majeur, lorsque ce majeur est une personne qui a autorité sur le mineur et qui en abuse. Il nous reste quelques minutes, Andrea Bescon. Comment vous vous êtes reconstruite ? Parce que c'est un traumatisme dont on ne se remet jamais. Non, on peut le dépasser, on peut peut-être le transcender. Enfin, on a tous nos façons de s'en sortir, et heureusement qu'on peut s'en sortir. Moi, ça a été beaucoup par le biais du collectif, par tous ces témoignages partagés, cette écoute partagée, et ces connaissances qui m'ont été données justement par toutes les associations de terrain. J'ai eu la chance de pouvoir beaucoup jouer mon spectacle à travers la France et la francophonie et rencontrer beaucoup de personnes qui œuvrent contre la pédocriminalité, l'inceste. Ça m'a beaucoup aidé à me reconstruire et j'espère, vraiment j'espère qu'au niveau législatif, je suis d'accord avec vous, maître, il y a des lois. Ce qui est terrible, c'est qu'elles ne sont pas entendues, elles ne sont pas respectées et 73% de classements sans suite. Quand ça concerne des viols sur mineurs, c'est assez insupportable, en fait, c'est intolérable. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faut énormément communiquer autour de ces interdictions, peut-être en faire des spots à la télévision, sur les chaînes publiques. Sous 15 ans, si on est majeur, on ne touche pas, et on ne touche pas ces enfants, l'inceste et l'interdit des interdits. Enfin, extrêmement communiquer là-dessus, puisque pour l'instant, on sent bien que c'est encore flou, et pour la sécurité routière, on a su le faire. Je pense qu'on peut le faire aussi pour l'inceste. Merci beaucoup, votre message est entendu. Malheureusement, notre temps est écoulé. Il faudrait plus d'une émission pour rendre compte de ce fléau et apporter des solutions. Merci à tous de nous avoir apporté votre éclairage. Andrea Bescon, je rappelle que vous avez publié « Et si on se parlait ?», un livre pour aider les enfants à parler de tout sans tabou. Marie-Pierre Colombel, votre association Enfance et Partage est joignable à cette adresse qui s'affiche à l'écran. Merci à tous. Allez, on repart retrouver Evan qui s'est rendu ce matin à Fougères. Oui, on reprend un petit peu de légèreté ici dans cette école d'horloger à Fougères où j'ai déjà gagné ma loupe. C'est un premier pas, mais ce sera le seul pour aujourd'hui parce que c'est quand même un sacré métier. Hervé, dites-nous, cette formation d'horloger, il en existe très peu en France, il en existe combien ? Alors il existe sur ce format-là 2 en France et 10 au niveau international. Et alors vous avez des liens assez étroits avec les horlogers de Suisse, les experts en la matière. Tout à fait. Ils viennent valider les épreuves finales pour valider ce diplôme. Voilà, on travaille avec effectivement la plupart des grandes marques horlogères. Oui. Donc c'est la classe 2 en France, dont à Fougères, bravo. On le disait tout à l'heure, le projet de fin d'année, c'est de créer sa propre montre, une montre école. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Voilà, ce projet qui dure sur la totalité de la formation commence dès en première année sur la fabrication de pièces qui vont pouvoir intégrer sur leur montre. Vous avez un exemple là de montre ? Voilà, tout à fait. Où effectivement, ils vont pouvoir effectuer de la décoration
pour valider bien leur dextérité et le respect des pièces. Ce projet va jusqu'à la chronométrie, c'est-à-dire que cette montre est susceptible de partir en Suisse pour valider la chronométrie et donc la précision de la montre. Parce qu'il y a une sorte d'instance qui valide la précision. Voilà, c'est un organisme totalement tiers de la formation et des fabricants qui valide cette précision. Alors, on va vous emmener voir maintenant un poste de travail. Ça va se passer ici. En attendant, est-ce que ici vous formez aussi les futurs horlogers et horlogères aux montres électroniques également? Alors tout à fait, on doit répondre à la demande des ateliers. Et la partie électronique en fait partie, en moindre mesure, mais on fait partie. C'est des montres encore à quartz? Tout à fait, oui. Ça y est, deuxième étape, je vais finir horloger à la fin de cette émission. Non, peut-être pas. Alors, expliquez-nous justement ce plan de travail. Il ne faut pas trembler, hein, visiblement. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ces petites tables? Alors effectivement, le plan de travail est adapté pour pouvoir effectuer cette activité, qui effectivement sont surélevés pour avoir un poste correct, pour pas trop souffrir, parce qu'effectivement, on va rester sur ce poste pendant à peu près 8 heures, avec une certaine concentration. Et les outils qu'on peut retrouver actuellement sur ce poste, ce sont les outils classiques, effectivement les loupes. Oui. Alors déjà, vous avez franchi la première étape. Et ensuite, des bruxelles qui vont permettre de manipuler les pièces. Comme une petite pince à épiler. Voilà, tout à fait. Qui vont nous permettre de prendre toutes les pièces une par une. On a des tuyaux d'air aussi. Voilà, pour souffler ou aspirer, parce que notre ennemi est vraiment la poussière. Et oui. Et là, l'étape qui est en train de se faire actuellement, c'est la lubrification du mouvement. Alors effectivement, on vient avec des pics huiles, parce que la lubrification doit être très pointilleuse, avec différents lubrifiants. Bon, et alors juste ici, on a aussi une petite démonstration d'un moment où on estime la précision de son horloge. Je vous laisse nous en parler rapidement. Tout à fait. Alors là, comme on évoquait, c'est l'étape de précision. Là, l'élève va effectuer tous les réglages possibles pour optimiser son mouvement et pouvoir prétendre à ce label de chronométrie. Et si la courbe monte, comme on peut le voir ici, ça veut dire quoi? Alors voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une courbe qui est dessinée. Alors c'est un appareil acoustique qui écoute la montre et qui va nous donner effectivement les différentes variantes qu'on peut avoir au niveau du réglage, soit de l'avance ou de retard. Et là, on peut s'apercevoir que les contrôles se feront sur 6 positions, parce qu'une montre, effectivement, se porte... C'est pour ça qu'elle bouge. Qu'elle bouge, voilà, tout à fait. Eh bien, très bien, merci pour ces explications. On va se retrouver dans une poignée de minutes pour continuer à découvrir ce monde de l'horlogerie. On vous donnera aussi toutes les infos pour postuler à cette formation ici à Fougères. Et on vous expliquera aussi ce qu'est un horloger rabilleur. Teasing, à tout à l'heure. Ça marche, Evan, à tout à l'heure. Et vous le savez, chaque jour dans votre émission, on vous donne des idées pour vous engager sur votre territoire. Et pour les amoureux du patrimoine, on sait que vous êtes nombreux. Ce ne sont pas les associations qui manquent et les chantiers. Regardez. Je ne sais plus quoi proposer comme vacances à mon ado. Tu connais les chantiers de bénévoles ? Vous avez envie de proposer des vacances originales, constructives et citoyennes à votre enfant ou à votre ado ? Alors pourquoi ne pas l'envoyer dans un chantier de bénévoles ? C'est l'occasion de découvrir des techniques traditionnelles, bois, osier, teinture végétale, maçonnerie, céramique, de s'initier de façon sensible et concrète au patrimoine, de comprendre le jardin médiéval, d'apprendre le vivre ensemble et d'appréhender la préservation de l'environnement au travers d'activités, d'exploration et de jeux. C'est possible dès 8 ans dans diverses régions ou à l'étranger. Comptez environ 500 € pour 15 jours sans le déplacement. Et sachez aussi que les chantiers sont ouverts aux adultes, avec bien sûr un tout autre encadrement. Lison, elle, a 18 ans et faire des chantiers a déclenché chez elle une vocation, puisqu'elle est aujourd'hui en licence d'histoire de l'art et d'archéologie. J'ai commencé les chantiers il y a 3 ans, j'ai pu faire de l'archéologie mais aussi de la taille de pierre. Et l'été dernier, j'ai participé à mon premier chantier adulte où on a rénové un pont en pierre. Et on a aussi fait de la taille de pierre. Et j'adore ce type d'expérience car on apprend dans plein de domaines différents comme l'histoire, l'archéologie, mais aussi la maçonnerie. Et on y fait plein de belles rencontres. Parents, pensez pour vos enfants et vos ados au chantier de bénévoles. Le coût reste assez modeste et c'est constructif. Et vous l'avez bien compris, à l'association Thiès Braise, et ce depuis 1975. Georges Lemoine, vous y êtes responsable technique. Rebonjour. C'est vrai que le patrimoine, c'est une vieille passion française, une passion qui évolue dans ses formes.
Oui, complètement. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus prégnante chez les gens, en tout cas de respecter le patrimoine et notamment souvent à travers leurs projets personnels de restauration de bâtiments. Et qu'est-ce qui a changé pour vous en 50 ans? Quelles sont les nouvelles? Alors moi, je ne suis pas là-bas depuis 50 ans. J'imagine. Qu'est-ce qui a changé? Le tissu associatif n'est plus tout à fait le même. Et après, il y a eu beaucoup de connaissances là où l'association était un peu précurseur dans les années 75. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées qu'on a défendues qui sont globalement acceptées, mais il y a encore des pistes d'action. Comme, je vais prendre des points techniques très basiques, mais l'utilisation de ciment avec le bâti ancien, c'est complètement incompatible. C'est une hérésie. Voilà, complètement. D'accord. Et aujourd'hui, ces choses-là sont bien intégrées. Il y a de nouveaux enjeux et de nouvelles choses à défendre. Alors aujourd'hui, vous êtes une référence en matière de rénovation de patrimoine. Et d'ailleurs, vous êtes ouvert aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Nous, on a au sein de l'association des professionnels du bâtiment, architectes, maîtres d'œuvre, des artisans et aussi des particuliers qui ont juste le goût de ces choses-là. Et sur quel type ces particuliers vous sollicitent? La plupart du temps, c'est sur des projets personnels. C'est un projet de restauration ou de réhabilitation d'un bâtiment pour en faire leur maison, tout simplement. Pour une habitation principale? Voilà, et du coup, ils ne veulent pas faire de bêtises. Donc, ils veulent être accompagnés pour réaliser les choses dans les règles de l'art. Alors, on va voir à l'image l'un de vos derniers chantiers, la restauration d'une limousinerie. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une limousinerie pour moi qui n'y connais absolument rien? La limousinerie, c'est l'appareillage de pierre. Donc, en gros, c'est le montage d'ouvrages en pierre. Alors, qu'est-ce que ça suppose comme préparation, ce type de chantier? Un paquet de préparation pour que le chantier soit opérationnel, que les matériaux soient sur place. Et après, nous, on a toujours un encadrant technique qui va amener le savoir-faire et surveiller le travail des stagiaires, qui est assez facile à acquérir dans la plupart des cas, moyennant justement cette... Alors, quelques exemples des techniques qui ont été utilisées sur cette limousinerie? Alors là, c'était l'utilisation de mortiers à base de terre, comme c'était principalement le cas en Bretagne lorsqu'on a des maçonneries en pierre. Donc, c'est toute la découverte de ces choses-là. Oui. Et combien de temps ça a pris un tel chantier? Alors là, c'était un chantier de démonstration. On n'a pas fini le chantier. C'était plutôt un chantier d'initiation et de transmission de savoir-faire. Donc là, ça s'est déroulé sur un week-end avec, comme on le voit, de la limousinerie et de l'équarrissage à la hache. Donc que des techniques de construction pré-industrielle. Et je tiens à préciser quand même dans votre association, vous êtes 800 bénévoles, c'est ça, aujourd'hui? Ça oscille selon les années, mais oui, entre 600 et 800 adhérents au sein de l'association. Alors, en dehors de la restauration, autre axe important pour vous, c'est de sensibiliser. Quels sont les enjeux autour de cette question aujourd'hui? Sur quoi on doit sensibiliser? Alors, sur la richesse du patrimoine bâti et du petit patrimoine, du patrimoine non protégé, celui sur lequel nous, on agit le plus. Et c'est le reflet d'une histoire et d'un territoire, de l'histoire d'un territoire, de l'histoire économique, mais de l'histoire sociale aussi. Il y a énormément ça nous raconte beaucoup de choses sur les territoires en Bretagne. Et du coup, il faut garder cette lecture pour les générations futures aussi. Mesdames, je fais un petit pas de côté quand même sur vos compétences. Le patrimoine, vous êtes passionné ou pas? Non. Non, pas du tout? Non, mais je suis curieuse quand même. Ça m'arrive quand même de regarder des émissions. Oui, mais pas plus que ça. En tant que spectatrice, plutôt. Oui, carrément. Maître? Tout à fait, vous ne me ferez pas tenir un marteau ou une truelle non plus. Bon, ce ne sera pas deux prétendantes pour votre association, j'en suis désolée. Alors, parfois aussi, votre travail est reconnu comme cette loge, Michel, qu'on va voir à l'image, à l'Anis 4, c'est ça? On pense comme ça, restaurée en 2016, qui est désormais classée. Oui, tout à fait. Oui, c'est un projet. C'était un bâtiment qui était en désuétude et que l'association a contribué à remonter intégralement. Et depuis, elle a été classée, elle a été inscrite, au monument historique. Donc c'est un aboutissement pour vous? Oui, complètement. Oui, c'est pour les bénévoles qui ont travaillé sur ce projet. Je pense que c'est la reconnaissance de leur travail aussi. Merci beaucoup, Georges Lemoine, d'être venu nous présenter votre association. Et pour ceux qui veulent y adhérer, comment on fait rapidement? Le site internet, on peut tout faire en ligne aujourd'hui. Voilà. On l'a bien compris avec le Covid. Allez, on repart prendre des nouvelles d'Evan qui nous attend du côté de Fougères.
Et oui, dans cette école d'horlogerie chez qui on passe la matinée depuis tout à l'heure. Alors Hervé, tout à l'heure, j'ai terminé en parlant de ce métier d'horloger rhabilleur. Ça veut dire quoi? Alors le métier d'horloger rhabilleur doit être capable d'effectuer la réparation dans sa totalité. La réparation du mouvement, qui est une partie, et la remise en état de la montre pour retrouver son aspect d'origine esthétique. D'où le mot rhabilleur, on la rhabille de A à Z. De A à Z, tout à fait. Pourquoi est-ce que on parle souvent des Suisses comme experts des montres, des horloges? Pourquoi eux? Parce que la plupart des manufactures sont situées en Suisse, sur cet arc jurassien, et effectivement ont des décennies, voire des siècles d'expérience dans ce domaine. Bon, et puis si vous nous rejoignez, ici à Fougères, vous avez des liens étroits avec les Suisses, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que les étudiants qui passent par ici vont peut-être pouvoir trouver un job en Suisse, chez les grands fabricants de montres haut de gamme? Tout à fait, ils ont cette possibilité, sachant qu'effectivement on forme principalement pour le service après-vente en France, qui correspond à peu près à 75% de nos étudiants, et les 25% restants pour la manufacture. Le service après-vente en France, ça peut être un horloger en centre-ville ou tout à fait. Dans les grandes chaînes de bijouterie, d'horlogerie, c'est ça? Voilà, qui vont assurer le service après-vente des marques, comme on a cité tout à l'heure, Rolex, ou des marques c'est bien connu, on a tous une Rolex à venir à faire réparer. Voilà, tout à fait, Richemont, Swatch Group ou également du groupe LVMH. Ouais. Bon alors maintenant, on va parler très concret. Merci Hervé, à tout à l'heure. Peut-être, si on a du temps, on va parler concret. Si vous avez envie de vous lancer dans l'horlogerie, on en parle avec vous, Laurence. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on postule à l'école d'horlogerie de Fougères, les dossiers arrivent chez vous. Oui. Est-ce que déjà vous avez senti une recrudescence de dossiers suite au Covid, au confinement? Est-ce que les gens ont plus envie de se reconvertir? Oui, tout à fait. Au vu des contextes actuels, effectivement, nous avons environ plus 25% de demandes. L'année dernière, nous avons environ 180 demandes donc de prise de renseignements et nous avons vu 100 personnes en recrutement. Okay. Donc la phase de recrutement se déroule de la façon suivante. Donc il y a un test pratique qui se déroule le matin et l'après-midi. Et vous testez quoi justement pendant ce... Alors les candidats doivent démonter et remonter un mouvement. Ensuite, c'est à eux d'essayer de reproduire la même chose. Ah, donc il faut déjà s'y connaître un petit peu. Alors, nous, ce que l'on souhaite, c'est d'avoir des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience dans le domaine de l'horlogerie. On va évaluer la dextérité, la patience, la minutie également. Et l'après-midi, donc, nous avons un test théorique. Donc, tout ce qui est aptitude rédactionnelle, les calculs logiques et l'entretien professionnel de motivation. Et alors, donc ça, c'est la première étape. Après, la sélection, elle se passe comment pour affiner? On a dit une promo, c'était 15 personnes à peu près? Oui, environ 12 personnes pour la formation du CQP horloger qualifié plus le diplôme suisse, le WESTEP. Donc, ça, c'est le diplôme avec la Suisse. Hein. C'est ça, tout à fait, c'est ça. Donc la formation se base sur une période de recrutement. Et ensuite, on attend de voir tous les candidats pour faire notre sélection. La prochaine période de recrutement, c'est quand? Actuellement, jusqu'à fin avril. Est-ce que c'est une formation qui est gratuite aussi? Oui, la formation est financée par la région Bretagne. Donc il faut rentrer dans certains critères, dont 2 qui sont fondamentaux. C'est être demandeur d'emploi avant l'entrée en formation et effectuer une PMSMP. Donc la PMSMP, c'est une période en mise en situation au milieu professionnel, c'est-à-dire que le futur candidat doit valider son projet professionnel dans le domaine de l'horlogerie. Si on veut des informations, on contacte la Chambre de commerce? Tout à fait, la faculté des métiers. Et nous sommes également visibles sur notre site internet où le candidat pourra déposer son dossier de candidature. Et puis avec Pôle emploi aussi qui peut faire le lien. Merci beaucoup Laurence, merci à Hervé aussi, on n'a plus le temps. Nfanté, je crois que ma montre vient de s'arrêter, c'est dommage, je vais en profiter pour leur laisser. Hein, ça restera entre nous. Mais du coup, tu serais plutôt montre vintage ou montre moderne? Allez. Ah, montre vintage, j'adore le vintage. Forcément. Ça marche. Allez, merci Evan et à demain. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Vous l'aurez peut-être remarqué, notre conseiller Pôle emploi du jour manque à l'appel. Toute la profession est en deuil après la mort d'une de leurs consoeurs tuée à Valence par balle jeudi dernier alors qu'elle faisait son travail. Avec toute l'équipe d'Ensemble C'est Mieux, on leur apporte nos soutiens et on pense bien à eux. Et sachez qu'au programme demain, nous ferons le point sur la situation des bars et restaurants. Pas de réouverture prévue pour l'instant, vous entendrez leurs témoignages. À suivre dans quelques instants, votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne.